D'abord, merci à tous d'être présents pour cette deuxième table ronde de notre matinée. Lors de la précédente table ronde, Robert Renovermer avait expliqué les modifications de notre programme par rapport à ce qui avait été prévu au printemps 2020, puisque le salon Masonica, devait se tenir au printemps 2020. Et nous avions envisagé, bien évidemment, assez banalement du reste, de nous pencher sur la franc-maçonnerie dans notre région et de mettre en évidence les principes de la maçonnerie et surtout de mettre en évidence et un peu en honneur de le rappeler les hommes qui avaient fait vivre la maçonnerie dans notre région. Et notamment, il y a des loges qui ont plus de 120 ans, 130 ans et qui ont fait émerger dans leur sein des syndicalistes, des hommes politiques qui ont fait évoluer la société dans le Nord-Pas-de-Calais, notamment dans la totalité du bassin minier. Et simplement rappeler les noms de ces loges parfois, ça vous indique très bien que la Grande Loge de France, à cette époque, dans la région, mais comme partout en France, est une obédience engagée dans le combat syndical et politique. Et n'en avez pas honte. Union et Travail à Lens, Tradition et Progrès, Les Égaux. Ces noms-là ont été choisis parce qu'ils correspondaient à une vision d'engagement politique des francs-maçons de la Grande Loge de France et des francs-maçons, bien évidemment, du Grand Orient de France aussi, mais les noms sont symptomatiques. Par la suite, les noms ont changé parce que les loges ont choisi d'autres terrains de philosophie, d'autres terrains de réflexion, mais elles n'ont pas abandonné au fond d'elles-mêmes ce qui fait l'engagement maçonnique. Et compte tenu des événements, nous avons été amenés à reporter une première fois le salon, puis une seconde fois, et nous avons été amenés à modifier les thèmes globaux. Plutôt que de nous pencher, mais nous le referons à une prochaine édition du salon, nous reviendrons sur ce qui a fait la tradition maçonnique dans notre région et sur les hommes qui l'ont fait. Nous nous sommes posé la question de savoir qu'est-ce qui avait pu changer après 1 an et demi d'arrêt de travaux des loges, après 1 an et demi d'éviction de la vie sociale, parce qu'il n'y a pas que les loges dans la vie, il y a aussi la vie sociale de nos concitoyens. Et nous nous sommes posé la question, nous avons choisi de parler de ce que pouvait être la maçonnerie dans le futur et de ce que pouvait être la société dans le futur, à notre modeste échelle, bien évidemment. Alors vous avez entendu depuis hier un certain nombre de tables rondes, de conférenciers qui sont venus parler de l'écologie, qui sont venus parler de l'histoire, qui sont venus parler, et tout à fait la table ronde précédente, de savoir s'il convenait de se changer soi-même ou de changer le monde. Bien évidemment, le titre, je n'ai pas voulu intervenir, mais c'est moi qui l'ai fait comme ça, se changer soi ou changer le monde. Mais vous avez eu les réponses, qui ne sont pas les miennes, mais peu importe, c'est pas la question. La question, c'est, vous avez également entendu parler qu'il existe une franc-maçonnerie dite régulière, qu'il existe une franc-maçonnerie qui se qualifie de libérale. Eh bien, il existe une franc-maçonnerie qui se qualifie de tradition, d'une franc-maçonnerie de tradition. La question qui se pose, c'est pas d'expliquer ce qu'est la franc-maçonnerie de tradition. Il y a là 2 représentants et probablement moi le 3e. La question, c'est de savoir cette franc-maçonnerie de tradition que nous connaissons, quel est son futur, quel est son avenir, et qu'est-ce qu'elle peut apporter demain à la société. Et c'est dans cette optique que nous allons entendre les points de vue d'Alain Juillet et de Georges Comard, qui sont 2 anciens grands maîtres. Alain Juillet, qui était le premier grand maître de la Grande Loge de l'Alliance, si mes souvenirs sont bons, qui dans le monde profane a occupé des fonctions de directeur d'une grande agence nationale que tout le monde connaît, qui est toujours actuellement dans le monde de l'intelligence économique, après avoir été dans le monde de l'intelligence tout court, dans les 2 sens du terme. Et Georges Comard, que tout le monde connaît dans la région, qui est chirurgien, qui a dirigé une clinique à Tourcoing, si mes souvenirs sont bons, et qui était ancien grand maître de la Grande Loge de France. Vous avez donc là 2 anciens grands maîtres qui vont chacun à leur tour vous expliquer quel est l'avenir de la franc-maçonnerie de tradition, et en fait, quel est l'avenir de la tradition tout court. Nous nous sommes mis d'accord, c'est Alain qui commence. Tu as la parole. Merci Alain Noël, et bonjour à tous. Je suis très content de me retrouver parmi vous à cette
C'était cet événement qui est d'autant plus intéressant qu'il redémarre un peu le cycle que vous avez su créer à Lille dans le passé, après ces années un peu sombres, ces années de plomb, comme diraient certains, qu'on constitue les années Covid. Pour commencer, moi je voudrais d'abord poser un principe, si vous voulez, qui me paraît, en revenant aux philosophes grecs, en rappelant que, selon Héraclite, la seule constante qui existe dans le monde, c'est le changement. Mais Parménide, lui ne croit qu'à la permanence. Et en définitive, quand je vous dis ça, c'est parce que je crois que nous, aujourd'hui, et je vais essayer de m'expliquer dans le cadre de la tradition, tout notre problème, c'est de réconcilier la permanence et le changement. La permanence, par ce qui vient du plus profond et qui nous guide, mais également la prise en compte du changement, parce qu'il est bien évident qu'aujourd'hui, tout est en train de bouger, et nous n'en sommes qu'au début. Comme le disait le philosophe Henri Jean Schler, nous sommes aujourd'hui dans une révolution dans les cycles de l'humanité après l'écriture et l'imprimerie. C'est la troisième grande révolution de l'humanité avec le numérique. Et à partir de ce moment-là, tous les paramètres qui ont été les nôtres depuis si longtemps sont en train de bouger. Alors là-dedans, comment peut-on justifier, expliquer ce que peut être la tradition et comment on peut la vivre avec ce que nous sommes en train de voir dans notre environnement? Je crois d'abord le premier problème, si vous voulez, c'est que il faut distinguer dans la tradition, il faut bien comprendre ce que c'est que le mot tradition, parce que je pense qu'il est utilisé dans tous les sens et un peu par tout le monde, avec chacun des interprétations différentes. Et que là-dessus, il faut faire très attention. La franc-maçonnerie, qui se dit traditionnelle, c'est pas un label. En réalité, il faut que ce soit quelque chose de beaucoup plus profond. Parce que juste mettre tradition et dire parce que nous sentons ou nous nous considérons comme traditionnels, nous sommes de véritables francs-maçons, je pense que c'est une absurdité. Et je le dis haut et fort. En réalité, ce qu'il faut distinguer derrière le mot tradition, c'est la qualité et l'authenticité. Et là, ces valeurs-là de qualité et d'authenticité, elles étaient valables avant, elles sont valables aujourd'hui, elles seront valables demain. Donc, et par là même, je suis en train de vous donner un peu une de mes convictions, c'est que je crois que le problème de la tradition, c'est qu'elle véhicule un certain nombre de valeurs, on y reviendra. Ces valeurs, elles sont intemporelles. Donc, mais par contre, ces valeurs intemporelles ne sont concevables que si on les adapte par rapport à la réalité d'aujourd'hui. Et la différence que nous faisons dans une obédience comme la nôtre, comme la mienne, par rapport à d'autres obédiences, c'est justement parce que d'autres obédiences considèrent qu'elles sont des laboratoires d'idées, qu'elles veulent être en permanence, je dirais, adaptées au goût du jour, alors que nous pensons que l'adaptation passe en préalable par l'utilisation des valeurs de référence qui sont les nôtres. Et là, je crois que c'est un problème très, très, très important. Alors, pourquoi parler d'abord de maçonnerie traditionnelle ? D'abord, c'est parce que chez nous, c'est parce que la méthode initiatique maçonnique est ontologiquement traditionnelle. Tous les rituels que nous utilisons sont traditionnels. Ils ont vécu des évolutions, mais ils sont tous issus de ceux qui existaient au XVIIIe siècle. Et donc, on le voit bien que la tradition fait partie de notre histoire. Mais pour autant, il faut bien voir que la tradition, comme je vous le disais, elle est très différente selon les obédiences. Jean Bello, qui était un auteur du siècle dernier, quand il avait parlé de la boisse substituée, en disant un certain nombre d'obédiences ne sont plus dans cet axe traditionnel, mais sont partis pour réfléchir autrement. Et il le disait bien, en disant il ne s'agit pas de dire c'est bien ou c'est mal, il ne s'agit pas de remettre en cause, il s'agit simplement de dire on change un certain nombre de paramètres de base et à partir de ce moment-là, on n'est plus exactement pareil. Alors, est-ce que ces paramètres, en définitive, ça enlève l'appellation traditionnelle ou ça efface les références à la tradition?
Je dirais que c'est très variable, parce que lorsqu'on voit les différentes obédiences, on peut dire que chacune a une interprétation qui est spéciale ou différente ou adaptée. Donc je crois qu'il faut être là-dessus extrêmement prudent. Ce qui est sûr, c'est que la franc-maçonnerie aujourd'hui est certainement dans le monde actuel dans lequel les gens sont complètement déboussolés, parce que là-dessus, je crois qu'il n'y a pas beaucoup de doute. Les gens cherchent des repères, on le voit en particulier chez les profanes et dans la jeune génération. Ce qui est très frappant, c'est de voir combien ces enfants qui ont été formés dans la logique, dans l'enthousiasme pour le progrès, en croyant que le progrès allait tout résoudre, aujourd'hui se posent de plus en plus de questions parce qu'on voit que le progrès est en train de rentrer dans un mur. Et j'en voudrais pour preuve, moi c'est quelque chose qui m'intéresse beaucoup, mais on a eu l'occasion d'en parler déjà avec Alain-Noël Dubar, c'est par exemple lorsqu'on voit les scientifiques, ceux qui sont à la recherche de l'origine de l'humanité, tous les gens qui travaillent qui remontent vers le Big Bang, tous les scientifiques de pointe aujourd'hui, on en voit 80% qui se mettent à croire en quelque chose. Je n'ai pas dit croire en Dieu parce qu'on peut l'appeler ce qu'on voudra, mais qui se mettent à croire en quelque chose parce qu'ils disent bon, il y a eu un principe créateur au début, on ne sait pas ce que c'est, mais il y a eu quelque chose. Et pour moi, c'est ça. Là, on revient de nouveau dans la tradition. Parce que dans la tradition, on a toujours dit qu'il y avait eu quelque chose avant. On ne sait pas quoi. Les religions vont vous l'interpréter de différentes manières. Nous aussi, quand on dit le grand architecte de l'univers, c'est bien qu'il y a quelque chose, mais on ne sait pas quoi et on est bien. Et on prend un terme général comme ça évite d'avoir des problèmes de syntaxe et des échanges plus ou moins violents d'interprétation entre les uns et les autres. Mais il n'empêche que cette tradition, eh bien, elle existe et par moment, comme ça, on la voit ressortir. Alors, ce que je voulais aussi dire, c'est que entrer dans la tradition, se revendiquer dans la tradition, ça ne veut pas dire que l'humanité ne se résume pas aux 3 ou 4 générations actuellement vivantes sur notre planète. Parce que quand on parle de tradition, je crois qu'il est très important de dire que nous, en définitive, nous reconnaissons une histoire, nous reconnaissons des événements qui sont passés, qui nous ont fait évoluer, qui ont fait évoluer l'humanité, qui l'ont transformée progressivement. Donc ça ne veut pas dire que tout est immuable, il y a une évolution, mais cette évolution que nous vivons, auquel nous sommes confrontés aujourd'hui, elle existait déjà dans le passé, et la tradition nous amène justement aussi des informations sur la manière dont elle a été appréhendée. Et je pense, je reviens à ce que je vous disais, quand on voit que dans toute cette histoire, il y a des choses, des invariants, il y a des valeurs intemporelles qui ne bougent pas, on peut se dire que quoi qu'il arrive, ces valeurs peuvent être des références puisqu'elles ne bougent pas. Et comme on le dit aussi, il faudra bien entendu les adapter à la réalité d'aujourd'hui. Ce qui est sûr, c'est que dans le cadre maçonnique, je pense que nous, la tradition, elle nous laisse des symboles, elle nous laisse des questionnements, et elle nous laisse aussi des responsabilités. C'est que si on a réussi, cette tradition nous a amenés là où nous sommes aujourd'hui, il faut que nous fassions la même chose dans le futur. C'est-à-dire, par exemple, j'entendais hier, je sais que vous avez évoqué l'écologie. Bon, pour moi, la véritable écologie, pas l'écologie politique et dogmatique auquel on subit un peu trop, mais la véritable écologie, c'est de se dire que nous devons laisser notre monde, la nature, dans l'état, ou au mieux, le plus proche possible de l'état où elle était. C'est-à-dire que nous devons protéger la nature par rapport à des évolutions qui la détruisent. Et ça, pour moi, ça fait partie de la suite de la tradition. Quand on parle du futur, Alain-Noël Dubar parlait du futur, qu'est-ce que c'est que dans le futur ? La tradition dans le futur, c'est justement nous appuyer sur ces valeurs du passé pour continuer à préserver ce qui est essentiel pour l'avenir de l'homme. Et en faisant ça, on est loin des rites maçonniques, mais on est au cœur, à mon avis, de la vraie maçonnerie. Parce qu'il faut qu'on se pose ce genre de questions, mais en les regardant justement, non pas d'une manière dogmatique, mais en les regardant d'une manière réaliste, d'êtres humains qui vivons sur une planète et qui nous a permis d'exister aujourd'hui grâce à tous nos anciens et qui dans le futur doit pouvoir continuer à exister grâce aux efforts que nous devons faire nous aussi.
Alors, c'est vrai que lorsqu'on regarde le rite, les rites, les différents rites, sont une forme d'expression de la tradition. Enfin, pour ce que je pense, c'est une forme. Mais je dirais que le rite, c'est comme un fleuve. Mon ami Jean Dumonteil, qui est le président des Cahiers de l'Alliance, qui est la publication qu'on fait tous les 2-3 fois par an, sur des thèmes que nous choisissons, en parlait récemment. Le rite est comme un fleuve. Ce n'est jamais la même eau, mais c'est toujours le même cours d'eau. C'est-à-dire que le rite, il est en lui-même, il est immuable, ou il évolue très peu, mais par contre, l'interprétation du rite, le travail que l'on fait dans le cadre du rite, lui, en permanence, est en plein mouvement. Et là, je trouve que justement, on est au cœur de ce que je suis en train de vous dire, puisque c'est la tradition qui matérialise le fleuve, qui est le rite dont je vous parle. Alors, je voudrais aussi dire, excusez-moi, j'ai mal à la gorge, mais ça, j'espère qu'on m'entend bien. La tradition, ça va donc être de s'extraire du bruit de la société technologique ou technique, techniciste, que nous connaissons aujourd'hui, pour accepter qu'on nous parle et qu'on écoute. C'est-à-dire qu'on essaie de sortir de cet environnement médiatique qui nous conditionne pour essayer de retrouver des vrais fondamentaux. Et ces vrais fondamentaux, là encore, pour aller les chercher, il va falloir qu'on fasse une partie du chemin. Et justement, pour qu'on essaie de sortir, par le raisonnement, par l'analyse, mais également par la symbolique, parce qu'il ne faut pas l'oublier, et je trouve que trop souvent on a tendance aujourd'hui à oublier cette symbolique qui nous permet de comprendre des choses que l'esprit n'est pas capable de comprendre directement. Eh bien, comme on oublie la symbolique, et du même coup, eh bien, on perd pied par rapport à un certain nombre de choses, de valeurs intemporelles. En définitive, la tradition, c'est la mémoire d'avant que j'existe, mais dans lequel on aura oublié le je, ou on aura enlevé le je. Je crois que c'est ça qui est... c'est de savoir qu'il y a un chemin, que d'autres ont entrepris avant moi, mais ce chemin, en définitive, n'est pas un tunnel, c'est une voie de libération, et dans cette voie, chacun met ses pieds dans le chemin, mais dans ce chemin, chacun va le faire de manière différente. Je ne vais pas raconter l'histoire personnelle. Moi, j'ai fait le pèlerinage à Compostelle. Je ne suis pas particulièrement croyant, mais j'ai fait le pèlerinage à Compostelle pour savoir ce que c'était. Parce que je me suis dit, ça fait des millions de gens ont marché pendant des semaines et des semaines pour aller à un endroit. Qu'est-ce qu'il y avait ? Merci beaucoup. Qu'est-ce qu'il y avait qui les poussait à ça ? Et je voulais savoir. Et puis je me suis rendu compte qu'en définitive, ce n'était pas du tout Compostelle qui compte. Ce qui compte, c'est que vous marchez, que vous mettez vos pieds dans les traces de tous ceux qui vous ont précédé depuis 2000 ans, et qu'à ce moment-là, et que peu à peu, ça vous change. Peu à peu, ça vous fait réfléchir. Peu à peu, ça vous met en symbiose avec des choses qui vous échappaient. Eh bien, c'est ça. Pour moi, la tradition, c'est ça. La tradition, c'est un chemin, mais ce chemin, si vous ne le parcourez pas vous-même, si vous contentez simplement de le regarder, alors vous avez tout perdu. Et vous n'arriverez à rien, en définitive, vous n'arriverez à rien. Parce que c'est vous qui renouvelez aussi le chemin, qui améliorez le chemin. Parce que c'est ça, la tradition, c'est la voie, mais vous allez l'améliorer par ce que vous faites, par votre comportement, par vos réflexions, par des gestes, et j'allais dire aussi par ce que vous allez construire, puisque nous sommes des bâtisseurs par essence. Un autre dernier point, je ne veux pas être trop long, je regarde ma montre, ça va ? Pour le moment, ça va ? Bon. Je voudrais citer ici une femme que vous connaissez certainement, un auteur que vous connaissez certainement, qui s'appelle Annick de Souzenel, qui est une spécialiste de la Kabbale, de l'interprétation de la Kabbale selon une vision européenne, et qui rappelle, je cite, que la tradition est transmission, mais contrairement à l'image qu'on en a souvent, elle ne véhicule pas un message qui appartient au passé, mais une présence qui se révèle peu à peu et transfigure notre présent. Vous voyez, c'est ce qui est dit là, en bien écrit, ce que j'essaie de vous expliquer depuis 10 minutes avec mes mots et mes approches.
c'est pour ça que ceux qui veulent conserver la tradition, qui veulent une tradition qui ne bouge pas, hein, ils n'ont rien compris au problème. Parce que la tradition, pour moi, c'est quelque chose qui est en perpétuel devenir. Et c'est nous qui le faisons évoluer. Mais justement, en gardant et en préservant ce qui est essentiel. Parce que la tradition, vue par les Grecs, les Romains, les pré-révolutionnaires français ou les gens de la fin du XIXe siècle, il est évident que ça n'a absolument plus rien à voir avec l'interprétation qu'on peut en avoir aujourd'hui. N'empêche que si on les mettait tous ensemble, il y a un certain nombre de points sur lesquels on serait tous d'accord. C'est ça qui est important. Parce que les invariants, les archétypes, comme on dit en philosophie, les archétypes sont ce qui permet justement de faire évoluer les hommes. Et je crois qu'en maçonnerie, justement, pour moi, la maçonnerie est un des rares endroits où on peut se retrouver autour d'un certain nombre d'archétypes partagés par tous, compris plus ou moins, parce que sans l'aide de la symbolique, c'est très difficile, et même avec la symbolique, c'est toujours difficile, hein, mais c'est grâce à ces archétypes qu'on se retrouve et qu'on partage ensemble un certain nombre de choses. Alors, si on construit une maçonnerie du XXIe siècle sans partir des bases, si on fait du woke ou de la cancel culture pour parler comme on parle aujourd'hui, eh ben, il est évident qu'on a tout perdu parce qu'on est complètement perdu. Et quand on est perdu, on ne peut pas retrouver sa voie. Et donc je pense que c'est ça qui est très grave, c'est qu'en perdant ses repères, en perdant la tradition, à ce moment-là, on ne sait plus où on va et forcément, on est dans la dérive. Alors la dérive, il peut y avoir des cas exceptionnels où elle va dans le bon sens, mais dans la plupart des cas, ça se révèle un désastre assez rapidement. C'est sûr, je ne voudrais pas, pour terminer, je dirais, je voudrais dire un mot sur le fait de la transgression, parce que souvent on en parle en maçonnerie de transgression, hein. En particulier dans certains degrés, on vous dit qu'il faut transgresser, mais le problème, la question c'est est-ce que la tradition doit être transgressée? Parce que dans certaines obédiences, je pense, enfin moi je ne connais pas tout bien sûr, mais je pense qu'il y a effectivement une question qui peut se poser là-dessus. Et moi j'ai une réflexion, c'est que il me semble que la tradition, c'est la base. Hein, c'est comme les notes de musique, ça ne peut pas être transgressé. Par contre, quand on maîtrise totalement la tradition, alors là, on peut aller plus loin. Et je prendrai l'exemple que prenait mon ami Dumonteil dans une conférence récente, qu'il a fait chez vous d'ailleurs, hein, à Saint-Jean, la loge de recherche, dans votre loge de recherche, il a dit, dans le fond, il prenait l'exemple du musicien de jazz. Le musicien de jazz, au départ, il connaît parfaitement toutes les clés, tous les accords, tout ce qu'il faut pour jouer du jazz. Et il le fait parfaitement. Et c'est quand il maîtrise parfaitement cette essence même qui est la tradition du jazz qu'à ce moment-là, il peut se permettre d'improviser et c'est génial. Mais il ne peut pas le faire s'il n'a pas la base. Eh bien, pour moi, la tradition, et c'est là-dessus que je vais conclure, c'est exactement la même chose. Hein. Ce sont des bases essentielles. Malheur à ceux qui les perdent, parce que je pense qu'ils ne savent plus où ils sont. Et par contre, si vous travaillez cette tradition, vous vous en imprégnez, vous la vivez, parce que c'est ça, si vous vivez cette tradition dans votre vie normale, d'être humain du XXIe siècle, alors de frères ou sœurs du XXIe siècle, eh bien à ce moment-là, en la vivant, vous êtes capable d'aller plus loin, et là, vous la faites progresser dans le bon sens, et pour moi, c'est ça la tradition face au futur. J'ai dit. Merci Alain, donc vous avez déjà une approche du futur de la tradition, et vous avez déjà certainement un certain nombre de questions à poser, moi j'en ai déjà un certain nombre. Georges, tu as la parole. Merci Président. D'abord bonjour à toutes et à tous, et très heureux de vous retrouver en bon état, après une si longue absence. Alors je suis amené à m'exprimer donc après Alain Juillet, dont nous venons d'apprécier la qualité des propos. Nous avions fait le choix de ne pas
échanger nos interventions pour que vous soyez les premiers, justement, à entendre deux perceptions différentes sur un même sujet. Mais il y avait un risque, celui que certaines de nos réflexions se recoupent et soient peut-être redondantes, s'opposent ou même se contredisent, mais en tous les cas, chez l'un comme chez l'autre, le même souci de sincérité, d'authenticité, sans langue de bois. Alors, la maçonnerie de tradition, quel futur? Président, mon temps de parole commence maintenant. Eh bien, tel quel... Accordé. tel quel, l'intitulé me laisse perplexe. On serait même en droit de s'interroger sur la pertinence du thème proposé. La franc-maçonnerie que nous pratiquons en toute régularité ne serait-elle plus compatible avec la société d'aujourd'hui, au point de voir se transformer? Faut-il y voir là un désaveu de notre méthode? Désaveu de notre méthode qui, en quelque sorte, scellerait un constat d'échec. La tradition à laquelle se réfère tout ordre initiatique a-t-elle d'autres raisons, je vous pose la question, d'autres raisons d'être que d'être la tradition? A-t-elle d'autres fonctions que celle de véhiculer des valeurs existentielles, et parce qu'existentielles, inaliénables? Est-il dans sa nature qu'un ordre initiatique soit amené à se modifier au rythme de ce qu'il est convenu d'appeler la modernité? Et ne risque-t-il pas à chaque fois d'y laisser un petit peu de sa substance et peut-être même de son âme? Alors c'est vrai que certains sont partisans d'une intervention citoyenne plus militante dans le débat public. La tradition dont ils se réclament en serait-elle pour autant perçue comme plus moderne? D'autres estiment qu'il vaut mieux confier la gestion de la cité à ceux dont c'est le métier, la religion à ceux dont c'est la vocation, pour se consacrer exclusivement à la condition humaine et son devenir, dont finalement dépend celui de la société. La tradition dont il se réclame en serait-elle pour autant perçue comme moins moderne? Mais ce à quoi, entre autres, je vais m'efforcer de répondre à mon tour, en me souvenant, comme disait Alain, que l'intelligence, c'est la capacité de s'adapter au changement. Le propos n'est pas de moi, le propos est de Stephen Hawking, astrophysicien britannique très célèbre pour ses travaux sur les trous noirs, la cosmologie quantique. Google, je le dis tout de suite. Travaux qu'il a menés jusqu'à la fin de sa vie en dépit de sa neuropathie dégénérative, et je suis persuadé que beaucoup d'entre vous l'ont aperçu sur les écrans. Mais encore convient-il entre nous de préciser, et je complète un peu ce qu'a dit Alain, d'abord ce qu'il faut entendre par tradition et par franc-maçonnerie de tradition. Alors vous savez comme moi qu'au sens commun, le mot tradition, qui vient du latin traditio, tradere, transmettre, désigne l'ensemble des us et coutumes qui se perpétuent de génération en génération avec plus ou moins de constance. Mais en revanche, et là je vais faire plaisir à Marie-Thérèse Besson, en revanche, dans une approche ontologique, c'est-à-dire portant sur l'essence même de l'être, ce qui nous est transmis sous le nom de tradition ne se réduit pas aux seules mœurs de la société en l'état. Ce dont rend compte la tradition, qu'on pourrait écrire éventuellement ici avec une majuscule, procède du passé certes, mais un passé non fossilisé, un passé sans cesse revisité
et enrichi de strates nouvelles qui, à chaque fois, lui redonnent vie. Ou plus exactement, qui, à chaque fois, l'empêche de mourir. Une tradition ne reste vivante, écrivait Paul Ricoeur, que si elle demeure prise dans un processus ininterrompu de réinterprétation. Voyez-vous, tout se passe comme si la nature nous avait dotés d'une vision binoculaire de l'histoire. Une histoire décalée où le passé se conjugue au présent et le présent au futur, afin que nous puissions toujours être à chaque fois en condition de mieux nous projeter en avant. C'est ce qui a fait dire d'ailleurs à Henri Bergson, pour d'autres lecteurs il est vrai, que le présent peut être conçu, mais définitivement jamais perçu. Ça me fait penser un petit peu à Janus. Vous vous souvenez de ce dieu bifront de la mythologie romaine qui d'un seul et même coup d'œil surveillait les deux portes opposées du Latium, le passé et l'avenir. Voilà pour la tradition, je ne vais pas insister davantage, puisque Alain l'a fait, bien entendu, abondamment. Ni école ni chapelle, ni philosophie ni dogme, encore moins une secte. La franc-maçonnerie se définit, là aussi vous le savez, parce qu'on l'a répété plusieurs fois, comme étant un ordre initiatique traditionnel universel fondé sur la fraternité. Conditionné par sa genèse et la tradition dont il se nourrit, tout ordre l'est aussi par l'environnement géopolitique dans lequel il prospère. Et pour preuve, à l'image de la société, la franc-maçonnerie chrétienne du début s'est progressivement affranchie de son atavisme dogmatique jusqu'à finalement se séculariser. Ouverte à toutes les croyances, elle n'en retient ni n'en stigmatise aucune, et de religieux qu'il était, le temple maçonnique, est devenu un lieu de spiritualité sans Dieu, du moins chez nous, sans Dieu mais néanmoins transcendante. La plupart des obédiences y travaillent à la gloire du grand architecte de l'univers, principe et symbole à la fois, dont le ressenti est laissé à la libre appréciation de chacun. Et seules quelques obédiences travaillent encore ad majorem Dei gloriam, pour la plus grande gloire de Dieu, sous-entendu le Dieu révélé, même c'est la Grande Loge nationale française. Et bien cette évolution du religieux au laïque, nous la devons bien sûr aux multiples et divers scientifiques et penseurs libéraux qui se sont succédés depuis la fin du XVIIe siècle jusqu'à nos jours. Et comme le temps m'est limité, je ne peux pas bien entendu les détailler. Ce que je voudrais que vous compreniez, que rassembler sans confondre, distinguer sans opposer, croyants, athées et agnostiques, c'est naturellement imposé à l'ordre maçonnique au fur et à mesure qu'il s'ouvrait au plus grand nombre. Face aux religions qui divisent les consciences et face aux idéologies qui les aliènent. Opératifs puis spéculatifs, chevaleresques d'adoption, héritiers autoproclamés des grandes cultures hellènes et judéo-chrétiennes, il prend à son compte l'affirmation d'Emmanuel Kant, affirmation qu'il a littéralement totémisée. La liberté, écoutez-moi bien, la liberté est l'unique droit originel revenant à chaque homme en vertu de son humanité. Étant bien entendu que celle des uns s'arrête là où elle commence à faire obstacle à celle des autres. Ce qui veut dire qu'il va de soi qu'un ordre initiatique dont les membres travaillent à l'amélioration constante de la condition humaine soit enclin à cautionner les valeurs du modèle politique d'où il vient et d'où il tient sa liberté d'exister. En l'occurrence ici, bien sûr, chez nous, le modèle républicain. Et je vous renvoie par opposition au régime totalitaire où règne
la censure et l'arbitraire, ou pire encore. Eh bien, qualifiée d'une et indivisible, la République, de son côté, n'est jamais plus républicaine que lorsqu'elle prend appui sur les 3 piliers à consonance éthique que sont la tolérance, la laïcité et l'humanisme. Alors ajoutez-y l'égalité et la fraternité, ajoutez-y la sagesse et l'amour, ben vous aurez l'ensemble idéalisé de ce que la franc-maçonnerie se donne à transmettre pour rétablir au mieux les conditions du vivre ensemble. Parce que tout un chacun, Alain l'a dit tout à l'heure, et ça a été dit aussi avant nous, tout un chacun a besoin de l'autre pour se construire, de sa liberté pour se sentir libre, de son intégrité pour conforter la sienne, et de son bonheur pour jouir du sien. Sauf à rester définitivement dans l'inachevé, tout à chacun a besoin de l'autre pour devenir celui qui lui est donné d'être, quelle que soit d'ailleurs la nationalité, la couleur de peau, la culture ou la croyance. Bien, relevez-vous dans mes propos quelque chose qu'il conviendrait de modifier pour que la maçonnerie de tradition vous paraisse plus moderne. Ceci étant, 2 grands reproches sont habituellement faits à la franc-maçonnerie et aux francs-maçons, et aux francs-maçonnes, bien entendu. Le premier, c'est d'être en panne de projet et de vivre sur les acquis du passé. Le second, c'est de rester dans l'entre-soi, hors du temps, comme dans une bulle, à l'ombre non pas des pommiers en fleurs, mais des landmarks fondateurs. Or, les vérités de nos anciens ne sont plus nécessairement les nôtres. Je pense notamment aux fameuses constitutions du pasteur calviniste James Anderson, version 1723, qui, par-dessus le sectarisme et les préjugés, allaient faire entendre la voix révolutionnaire de la tolérance, tout en écartant de la maçonnerie la jante féminine, la moitié du ciel, disait Mao. Et il aura fallu attendre la fin du XIXe siècle, le 14 janvier 1882 très exactement, pour qu'une femme, en la personne de Maria de Reims, soit initiée. 1952, pour qu'à partir des loges d'adoption, dont on a parlé tout à l'heure, finisse par émerger la Grande Loge féminine de France. Et j'ai plaisir à dire que la Grande Loge de France y a été pour quelque chose. Dans les 2 cas, oui. Or, et l'on voit que rien n'est immuable, que les interdits peuvent et doivent même être transgressés quand la cause est juste. Alors, après avoir fait un petit peu un rappel, si vous voulez, à la fois historique et nosologique, quelques mots maintenant, un petit peu en vrac, vous me le pardonnerez, pour évoquer la société dans laquelle nous sommes amenés à vivre et avec laquelle il nous est demandé, en quelque sorte, de composer. La maçonnerie de tradition, quel futur? Ces 2 derniers siècles, ont été ceux de notre histoire, ceux qui ont connu le plus d'innovation dans tous les domaines. La science va de succès en succès, le progrès s'envole sur une courbe exponentielle, mais ce qui devrait aller de soi, en termes de solidarité, de fraternité, d'amour, en termes de justice, en termes de morale et d'éthique, sonne le creux du vide chaque jour davantage. Et d'un autre côté, les conséquences de la surproduction et de la surconsommation affectent notre écosystème et menacent à terme jusqu'à l'existence même de l'humanité
Il y a là une espèce de suicide collectif comme programmé à l'échelle de la planète. C'est de la folie, s'étouffe, comme diraient les adeptes du Verlan. Et hier, il y a eu une table ronde qui en a débattu pendant près de 2 heures. Et se greffent maintenant les horreurs d'un comportement barbare, radicalisé pour des raisons entachées d'obscurantisme, que la raison ignore et que la conscience réprouve. Mais pire encore à mes yeux, tout se passe comme si la plupart de nos concitoyens avaient perdu jusqu'aux repères les plus fondamentaux, la valeur d'une vie et le respect d'autres. Nous vivons actuellement dans un contexte mondialisé, placé sous le signe digital du high-tech connecté, de la robotique, l'intelligence artificielle, de la nanotechnologie. Nous vivons dans une société d'algorithmes que nous ne voulions pas, où la révolution transhumaniste n'est plus regardée comme une science-fiction, mais comme du possible, voire du probable. Grâce aux satellites, l'essentiel de la communication se fait désormais par Internet, à travers les réseaux sociaux, si avides de followers, si pollués de fake news. Réseaux sociaux dont on pouvait espérer le meilleur et dont on récolte malheureusement le pire. Sous couvert de l'anonymat, ils sont devenus les vecteurs privilégiés du harcèlement, de la délation, de la médisance, de la haine, de l'antisémitisme, du racisme, de la xénophobie, de l'homophobie, au lieu d'être ce merveilleux lien de la fraternité universelle que l'intelligence d'homme a été capable d'inventer. Alors, à titre personnel, vraiment à titre personnel, et se dit entre nous, quitte à passer pour un vieux machin, ce que je suis d'évidence, mes amis les plus fraternels seraient autrement plus précis. Un mot de 3 lettres commençant par C et se terminant par N, que je m'efforce de ne pas être encore maintenant. Alors, à titre personnel, je me demande ce qu'un ordre introspectif tel que le nôtre, si critiqué pour son culte du secret, et dont les maîtres mots sont tolérance, amour, sagesse, vérité, fait sur les réseaux sociaux. Alors, je viens de lire récemment une newsletter d'une obédience dont je tairai le nom, puisque c'est la mienne. Les réseaux sociaux j'allais le dire. Les réseaux sociaux, je lis, attirent de plus en plus de followers. Profitez des replays. On croirait qu'on fait la promotion d'une série télévisée, Les Feux de l'amour. Ma famille sait à quel point j'en suis friand. Nos stories, nos posts sur l'ADN de notre obédience présidente. Il ne m'avait pas dit que notre obédience avait de l'ADN. Je l'ai découvert comme toi récemment. Vidéo à ne pas manquer. Immersion au cœur d'une loge. Mais si j'avais su que je risquais l'immersion, j'y serais jamais allé, moi, personnellement. Et on s'étonne que certaines loges se vident. Pourquoi le présentiel? Puisqu'on a maintenant le distanciel et le Zoom. Alors, nul d'entre nous, vous l'avez deviné, ne peut rester insensible à tant de mutations dont certaines viennent entamer la substance même de notre quête, l'équité, le bonheur, la sagesse, l'amour entre tous les hommes. Alors, comme je l'ai fait hier, un petit peu dans mon intervention, il importe de bien distinguer ici la franc-maçonnerie institution de la franc-maçonnerie ordre initiatique. Alors, en tant qu'institution, il est bien sûr de son devoir que la franc-maçonnerie se manifeste officiellement chaque fois que nos droits fondamentaux sont si chèrement acquis, sont bafoués et menacés, chaque fois qu'il est porté atteinte à la dignité des êtres humains, celle-là même
que nous recevons tous nativement en partage depuis que l'homme de Néandertal s'est transmuté en Homo sapiens il y a 200 000 ans. Il y en a qui disent 300 000. C'est la même qui sacralise notre humanitude et dont Emmanuel Kant assurera dans la métaphysique des mœurs qu'à ce seul titre, elle force au respect. Et pour la raison, n'en déplaise aux suprématistes de tous bords, y compris maintenant peut-être les Zémouriens, qu'au-delà de leur singularité, les 7 à 8 milliards d'êtres humains qui peuplent notre planète appartiennent tous, je dis bien tous, à une même espèce, et non pas telle race ou race hiérarchisée, à une seule et même réalité génétique, et non une chimère idéologique nauséabonde, génétiquement infondée. Tous les êtres humains naissent libres et égaux en dignité et en droit. Déclaration universelle de 1948. La dignité d'abord, les droits ensuite. Ils diffèrent en fait et en valeur, ajoute souvent André Comte-Sponville. Alors convoquer, voilà pour l'institution. Convoquer les mains d'autrefois n'implique pas que l'appartenance à un ordre initiatique interdise le progrès et la modernité, bien au contraire. C'est en effet dans la marche en avant et non dans le statu quo et encore moins dans le statu quo hanté que se construit notre avenir, sauf à nous complaire dans le conservatisme, voire le passéisme. Alors, s'il est dans son ADN, le vrai celui-là, que l'Homo sapiens recherche le plus, le mieux, sur le plan technique, économique, social, politique ou autre, en direction d'un idéal convenu, il est de sa responsabilité que le progrès soit foncièrement humaniste, c'est-à-dire qu'il soit accessible à tous et non pas réservé à une communauté restreinte. Seule la diffusion, je cite, « Seule la diffusion des connaissances scientifiques permet d'accéder au stade supérieur du progrès. » C'est notre frère Condorcet qui l'écrit. Marie-Jean-Antoine Nicolas, marquis de Condorcet, il ajoutait plus loin, « La décadence et le retour à la barbarie sont une menace permanente pour l'humanité dès lors que le savoir est détenu par une caste fermée. » Aussi, notre quête initiatique, dont on n'arrête pas de parler, et dont on s'accorde à dire qu'elle relève de l'intime, ne vaut que si elle s'inscrit dans un projet de société qui surmonte les clivages individualistes pour tendre à l'universel au travers des autres, dans leur diversité. En clair, il ne peut y avoir de réelles avancées que si notre réflexion et nos propos sur l'altérité, la délicité, si vous voulez, la tolérance, la laïcité et l'humanisme se doublent d'une volonté d'agir. Et c'est donc à juste titre, à bon escient, qu'il nous est rappelé à la fin de chaque tenue de reporter au dehors l'œuvre commencée au dedans. Notre qualité d'initié franc-maçon est indissociable de notre citoyenneté en tant que membre d'une communauté dont le sort de chacun est consubstantiellement lié depuis que les individus se sont mis à faire société. Citoyens d'abord, francs-maçons ensuite. Or, figurez-vous, il se trouve qu'à la fin du XVIIe siècle, Jean de la Bruyère faisait, lui, le constat suivant. Tout est dit, et l'on vient trop tard, après plus de 7000 ans qu'il y a des hommes, et qui pensent, et il ajoutait, sur ce qui concerne les mœurs, le plus beau, le meilleur est enlevé. L'on ne fait que glaner après les anciens et les habiles d'entre les modernes. Ce qui veut dire qu'il n'est évidemment pas question pour nous de recommencer ce à quoi tant des nôtres ont contribué depuis le siècle des Lumières, l'encyclopédie, l'abolition de l'esclavage, la loi de 1905, la Croix-Rouge internationale, etc., etc. Mais en revanche, si nous n'avons plus la même opportunité de réinventer le monde, ni cette capacité de le réenchanter,
il nous est permis de puiser dans l'exemple de nos aînés l'énergie de notre action au quotidien, car rien n'est jamais définitivement acquis. Tout ce qui est fait reste toujours à faire, disait Vladimir Yankelevitch, philosophe émérite et musicologue distingué, aujourd'hui disparu, mais que j'aimais beaucoup. Et j'en arrive à une conclusion provisoire, peut-être, dont je tiens à dire qu'elle n'engage que moi-même. Vieille de 3 siècles, la franc-maçonnerie, depuis qu'elle existe sur notre territoire, ne cesse de décliner l'ensemble des valeurs constitutives sur lesquelles on a beaucoup parlé déjà, valeurs constitutives de ce que les philosophes, après Socrate et Aristote, désignent sous le nom de la vie bonne. L'équité, la paix, le bonheur, la sagesse, l'amour entre tous les hommes. L'ordre en est à la fois législateur, vecteur et censeur. Au nom de l'universalisme qu'il revendique, principe solennellement réaffirmé au Convent de Lausanne de 1875 dans sa déclaration de principe, tous, je dis bien tous, sans exception, dès lors qu'ils sont libres et de bonnes mœurs, peuvent y souscrire, étant donné que le message transmis, la tradition, dont on n'arrête pas de parler, la tradition prise ici dans son acception éthico-ésotérique la plus large, écoutez-moi bien, véhicule aujourd'hui d'égale manière l'enseignement des Écritures sans la liturgie, l'étape de la loi sans Moïse, le message du Christ sans le Christ, les sourates sans les prophètes. N'est-il pas unanimement admis qu'avec ou sans Dieu, le bien doit toujours l'emporter sur le mal, la vertu sur le vice, l'équité sur l'arbitraire, la générosité sur l'égoïsme, la citoyenneté sur les servages, sans vouloir encore, la démocratie sur la dictature, la paix sur le conflit, l'ordre sur le chaos, l'amour sur la haine. Relevez-vous dans mes propos quelque chose qu'il conviendrait de modifier pour que la maçonnerie de tradition qui porte ce message intemporel vous paraisse encore plus moderne. Alors, que souhaiter à la maçonnerie si ce n'est de rester conforme à ce pourquoi elle est censée exister, un ordre initiatique de tradition, sauf à disparaître en tant que tel pour transmuter en une espèce de club-service dont il existe déjà de nombreux et honorables, j'insiste, d'honorables équivalents. Nul ne sait à l'avance quel sera son chemin, vallée de larmes ou vallée de roses. Mais il y a une seule certitude, c'est que le temps de notre passage ici-bas est compté. Et c'est pourquoi la tradition, avec ses acquis, aussi disparates soit-il, nous est si nécessaire au regard de nos aléas, au regard des aléas de nos lendemains, entre le déjà plus et le pas encore, entre ce qui a été et ce qui sera peut-être, tout est possible, à condition de le vouloir. Volo ergo sum, je le veux, donc je suis, pour parler comme René Descartes. Et souvenez-vous que point n'est besoin d'espérer pour entreprendre, ni de réussir pour persévérer, Guillaume d'Orange dit le Taciturne. Alors à l'institution de gérer les problèmes institutionnels, l'administration, les relations entre obédience, l'expression publique, notre contribution aux affaires de la cité, et pourquoi pas, là je sais que je vais faire plaisir à beaucoup de monde, la mixité. À l'ordre devrait, pour que ses membres se comportent non pas comme ils disent ailleurs en passeurs d'âme, mais
plus prosaïquement en passeur de lumière, en passeur laïque de lumière, comme nous aimons, nous, à le préciser. Alors non pas celle de l'avoir ou du paraître qui éblouit, illusionne ou aveugle, mais celle de la fraternité, tout simplement, qui vient éclairer de son plus beau soleil ce fabuleux miracle qu'est la vie. À l'institution et à l'ordre de veiller ensemble, l'une et l'autre, chacune et chacun dans son champ d'activité, au respect inconditionnel du code moral qui la détermine dans toutes ses composantes pour lui donner sens. Pour la troisième et dernière fois, je vous repose ma question. Relevez-vous dans mes propos quelque chose qu'il conviendrait de modifier pour que la maçonnerie de tradition dont nous avons tenu, Alain, Juillet et moi, à nous faire l'écho, en devienne encore plus moderne. L'intelligence, c'est la capacité de s'adapter au changement, vous ai-je rappelé tout à l'heure, au nom de Stephen Hawking. C'est vrai en général et au premier abord, mais c'est tout autant celle de savoir résister au chant démagogique des sirènes. Autrement dit, aux effets de mode qui ne durent que ce que dure une mode en attendant la suivante, quitte à passer pour utopiste. Mais qu'est-ce que l'utopie, si ce n'est un temps d'avance pour une idée d'avance, de celles qui nous rendent toujours modernes, avant même les modernes. La franc-maçonnerie de tradition, quel futur? Poser la question n'est pertinent, Président, que si la chose s'avère critiquable telle qu'elle est ou se peut être. Si elle est susceptible d'un renouveau plus motivé et plus efficient, ce qui reste encore à démontrer. La franc-maçonnerie est reconnue pour être un ordre fraternel de réflexion qui vise à l'universel. Elle a démontré tout le long de son histoire qu'elle savait être aussi à la fois un ordre de tradition et un ordre d'action. Alors, face au contexte géopolitique et sociétal que nous connaissons, un contexte, je vous l'accorde, qui n'a jamais été ici fractionné, cabossé, désarticulé que celui d'aujourd'hui, mais tellement riche en potentialités. Il n'y a qu'une seule injonction à formuler pour changer durablement la société, il n'y en a pas d'autre. Pour changer durablement la société, ne nous en prenons pas à celles et à ceux qui s'y emploient. Ne nous en prenons pas à la méthode initiatique qu'ils ont librement choisie pour y parvenir, de leur propre et libre volonté, sans suggestion d'aucune sorte. Pour changer durablement la société, attachons-nous d'abord et avant tout à changer les mentalités déviantes. Et tant qu'ils s'inscriront dans une exigence éthique et esthétique, une exigence de rigueur morale et de beauté, nos réflexions, notre parole, nos écrits, nos actes pourront prétendre à servir de modèle. Notre comportement ne vaudra jamais plus que par son exemplarité. Hélas, déplorait Albert Einstein, Orphée le roi de la matière, il est plus facile de casser un atome que de changer des mentalités. Et j'ajouterai tout bas, qu'on ne m'en tienne pas trop rigueur, y compris quelquefois parmi les nôtres. J'ai dit. Merci bien, Georges. Merci, Alain. Tout compte fait, je ne regrette pas d'avoir posé la question « Quel futur ?» avec un point d'interrogation. J'ai bien compris que vous pensiez qu'il n'y avait pas de réponse, et pourtant, vous n'avez pas cessé de donner la réponse à la question. Et donc, il fallait poser la question. Je vais bien sûr vous donner la parole. Je voudrais simplement faire référence à quelque chose qui a transparu dans les deux interventions. Vous avez fait l'un et l'autre la différence entre ce qu'était l'ordre initiatique et ce qu'étaient les institutions qui véhiculent l'ordre initiatique. Et quant à moi, je pense qu'au temps où nous vivons, il existe un gros problème entre ce que véhicule l'ordre, l'idée maçonnique, et ce que font les institutions qui sont censées la représenter. Et je pense que là, il y a un débat de fond qui doit commencer à avoir lieu
et qu'il faudra un jour trancher. Mais c'est mon point de vue personnel, comme le dit Georges, vous n'êtes pas forcés de le partager. Mes sœurs et mes frères, vous avez la parole pour poser toutes les questions que vous souhaitez. Là-bas au fond, et puis ici à gauche. Richard, merci, monsieur cher frère conférencier, et vous avez terminé par quelque chose de très confucien, parce que moi j'ai eu la chance d'avoir été initié et j'ai appris une seule chose, c'est que allume une bougie plutôt que de maudire les ténèbres. Ça m'est resté, et finalement c'est ce que vous avez transmis. Et donc je veux juste, dans la société actuelle, qui est 4.0, 5.0, 6.0, je ne sais pas, enfin on a parlé d'intelligence artificielle et tout, il faut absolument que je pense, et tu l'as dit, que les institutions deviennent 4.0. Ça veut dire qu'elles continuent à véhiculer la tradition, mais on n'a pas d'autre solution que de s'adapter. On est dans un monde où le monde fabrique plus de données tous les 6 mois qu'il n'en a fabriqué sur tout un truc. L'intelligence artificielle est là, il y a plein d'éléments qui changent, mais on ne maîtrisera ce monde que par la déontologie. Aucun juriste ne peut maîtriser les avancées technologiques, aucune technologie ne peut brider les autres technologies, seul l'humain peut resserrer un peu ce Far West par la déontologie. Et peut-être que dans notre tradition, il y a énormément de déontologie. C'est juste ça que je veux dire. Je vous remercie parce que en fait, ce message, je le traduis de ma façon parce que je suis très enclin à travailler sur ces sujets-là, mais c'est ce que vous avez dit. Voilà, c'est tout. Merci. Merci. J'ai une question à la gauche. Oui, le grand architecte de l'univers a un grand ennemi, c'est l'argent. On dit pourtant qu'il faut laisser ses métaux à la porte du temple, et je pense que c'est une phrase effectivement très importante, parce que quand on parle aujourd'hui d'avenir, en fin de compte, on s'aperçoit que l'avenir nous est un peu volé. Il nous est volé par peu de personnes, en fait, qui, quelque part, s'octroient les mérites des scientifiques, captent les scientifiques, les enferment dans un certain conditionnement, dans une espèce d'obligation, ils doivent rendre compte à une idée qui n'est pas une idée généreuse, mais qui est une idée personnelle. Et c'est là qu'on se dit quand même, aujourd'hui, quelque part, effectivement, on ne voit plus Dieu de la même façon, on voit plutôt des stars. Donc c'est les stars qui remplacent, je dirais, notre imaginaire. C'est l'envie, c'est ça. Donc je dirais que le franc-maçon est un petit peu à contre-courant de tout ça. Il doit remonter le fil justement de la tradition, il doit faire un effort, il doit travailler, il doit aller rechercher effectivement ce qui est indispensable pour lui, pour quelque part son équilibre mental. Et c'est à mon avis cela que la tradition elle nous est utile. Elle nous est utile pour justement ne pas aller dans un conditionnement fou qu'on a aujourd'hui. Vous pouvez regarder, on a l'impression qu'on a affaire à un troupeau autour qui ne pense qu'au GAFA, etc., etc., etc. Et si on a un travail à faire, c'est effectivement de freiner ce développement, je dirais, trop personnel et trop axé sur les GAFA. Ça, c'est mon avis. Merci. Vous avez sur la parole pour poser des questions. Tu as la parole. Bonjour à tous. Alors, à mon ange, je pense très humblement être une des personnes les plus jeunes de l'assistance. J'essaie de me faire le porte-voix des jeunes. Alors, M. Juillet, je vous suis depuis un bon moment. Je sais ce que je vois formation. Je suis là juste par curiosité. Parlez plus fort, s'il vous plaît. Je ne suis pas formation, je suis juste là par curiosité. Je vous suis depuis un bon moment, M. Juillet. Je vous rebond vos propos quand vous dites les pas, les pas sur le chemin. Se trouver pour se découvrir, se redécouvrir. Ma question, c'est de savoir comment, très factuellement, très concrètement, vous souhaitez attirer, en tout cas de ce que j'ai pu comprendre, vous ne l'avez peut-être pas dit, mais des conférences que j'ai pu écouter auparavant, vous souhaitez attirer un peu plus de jeunes, à venir un peu plus de vélos. Qu'est-ce que concrètement
un jeune comme moi, concrètement, qu'est-ce que vous pourrez m'apporter, moi, en tant que jeune citoyen, jeune personne qui passe son chemin, finalement, et quelle serait l'utilité de la franc-maçonnerie de se renouveler, d'avoir des membres un peu plus jeunes? C'est ma question est claire. Si vous étiez venu hier, justement, on en a parlé. Ah, voilà. Donc, Comme la question s'adressait à Alain, je vais laisser Alain répondre. Oui. Bon, d'abord, je pense que un premier point, c'est que la jeune génération, les jeunes dont tu fais partie, les jeunes aujourd'hui, on le voit bien, ont de plus en plus un questionnement existentiel, je dirais. Parce qu'au fur et à mesure parce que d'un côté, on voit un progrès on voit une évolution extrêmement rapide dans plein de domaines et qui amène à avoir accès à des quantités d'informations, de connaissances, et qui donne l'impression un peu à l'être humain qu'il est presque l'égal de Dieu, en supposant qu'il y ait un Dieu, donc on revient à ce qu'on disait tout à l'heure. Mais par contre, ce qui est certain aussi, c'est que les mêmes jeunes se rendent compte qu'on les manipule, que quelques-uns, alors c'est par l'argent ou par d'autres choses, les manipulent et les amènent en définitive à perdre complètement leurs repères pour être, je dirais, un groupe qui obéit au gré non pas des vents, mais de ces petits groupes de dirigeants, dans tous les domaines. Il suffit de voir, on parlait d'ailleurs des GAFAM, de la déontologie, tout à l'heure on parlait de la déontologie avec cette évolution, le 4.0, le monde en 4.0, mais il faut bien regarder une chose, c'est que la déontologie aujourd'hui, elle est imprimée essentiellement par des gens qui ont mis en place ces systèmes, et on veut nous faire passer pour éthique et surtout pour morale des choses qui n'ont plus aucune référence avec la morale traditionnelle, avec la morale fondamentale. Moi, c'est une chose qui me gêne beaucoup. Alors, pour des jeunes, à partir du moment où, justement, ils se cherchent, ils essaient de comprendre, moi, je pense que la maçonnerie de tradition, je reviens à ce qu'on disait, parce qu'elle oblige à faire référence à des valeurs que l'on apprend à travers l'initiation et qu'on apprend à pratiquer, la maçonnerie permet de commencer à se repositionner d'une manière plus équilibrée dans un monde qui nous dépasse et qui change tout de suite, et à partir de là, de se renforcer. Moi, je crois, tout à fait comme l'a dit tout à l'heure Georges, moi, je crois que l'être humain a des capacités insoupçonnées, extraordinaires, à partir du moment où il se découvre lui-même tel qu'il est, et non pas tel qu'on veut lui faire croire qu'il est. Parce qu'on a les systèmes de rapport de puissance et de pouvoir fait qu'on a toujours tendance à diminuer l'homme pour l'asservir au profit de quelque chose, quelle que soit la forme. Alors que justement, ce qu'il faut, c'est affirmer la primauté de l'homme, et pour affirmer la primauté de l'homme, il faut lui permettre de développer ses valeurs. Et je rappelle ce que disait tout à l'heure Georges, parce que pour moi, c'est des valeurs fondamentales. C'est tout ce qu'il a évoqué sur la sagesse, l'amour, la tolérance, enfin bref, toutes ces valeurs fondamentales qui fait qu'on peut vivre ensemble, qu'on peut progresser ensemble et qu'on ne se détruit pas les uns les autres. Ah, c'est ça. Alors, donc oui, moi je pense qu'il y a une vraie place pour des jeunes, parce qu'ils trouveront là des réponses qu'ils ne trouveront pas dans la vie moderne, parce que la vie moderne se charge de nous tous, autant qu'on est, de nous conditionner et de nous amener à être des éléments d'un système. Alors que nous sommes en train de parler de l'individu, de l'être humain, dans sa spécificité, où chaque être est différent, mais nous sommes tous semblables, parce que c'est ça la force de l'humanité. Oui, je voudrais peut-être compléter un petit peu la réponse qu'Alain vient de faire. Georges a fait référence au fait que la franc-maçonnerie était née dans un milieu judéo-chrétien et qu'elle s'était sécularisée, c'est ce que ces anglo-saxons disent, sécularisme, progressivement, en Europe continentale. Dans notre pays, particulièrement, l'Église catholique donnait un cadre et donnait un sens à la vie. C'était évident, vous étiez baptisé, je ne sais pas, c'est un domaine que je ne connais pas bien, mais l'Église donnait un sens à votre vie.
Dans une société qui est déchristianisée, le sens n'existe plus. Il n'y a plus de sens. Par contre, ce que la franc-maçonnerie propose dans ses loges, ce n'est pas de donner un sens à votre vie, c'est de permettre, dans un travail collectif avec les autres, de rechercher quel sens donner à votre vie. Et on rejoint là notre origine, c'est la philosophie kantienne. Il faut savoir, apprendre, oser savoir, apprendre à oser s'interroger pour construire sa propre vie, mais on ne peut pas le faire tout seul. On ne peut pas trouver un sens à sa vie quand on est tout seul dans son coin. Par contre, quand on est dans une loge maçonnique, soit entre hommes, soit les femmes entre elles, soit dans une loge mixte, on peut chercher avec les autres quel sens on peut donner à sa vie. La franc-maçonnerie ne donne pas la réponse, elle donne une méthode pour trouver un sens. Luc Van de Weg, Hervé Luc, je voudrais rebondir sur un propos de M. Juillet et revenir aussi sur les valeurs que Georges Comard a si bien décrites. Vous avez parlé de la tradition et vous avez pris l'exemple du jazz en disant que pour être un bon jazzman, il faut absolument bien connaître le solfège. Cela veut-il dire dans votre esprit que pour connaître la tradition, il faut avoir l'érudition qui va avec? J'ai de nombreux exemples à donner. Dans l'art brut, eh bien, il y a des tableaux qui sont complètement stupéfiants et où on retrouve, à mon sens, toutes les valeurs décrites par Georges. Alors j'ai un souvenir aussi qui peut illustrer mon propos. Il y a quelques années, lorsque Philippe Charuel était grand maître, il nous a invités au Grand Temple avec les journalistes du matin qui sont des journalistes autistes. Certains Asperger qui connaissaient la maçonnerie par cœur mieux que moi et posaient des questions qui ont complètement déstabilisé Philippe Charuel. Et puis à la fin, il y a eu une personne autiste avec déficience intellectuelle qui s'est mise là, au milieu du temple, et puis elle a dit « Lune, soleil », et en regardant le delta, elle a dit « Lumière ». Cette image me reste encore gravée au plus profond de mon cœur, parce que je pense que, et je l'avais dit à Philippe, que nous nous privons des valeurs que Georges, tu as si bien décrit, qui manquent à notre société sans vraiment s'intéresser à ces personnes qui, pour moi, possèdent la tradition de manière intuitive. Je vais demander à chacun de nos intervenants de donner leur position. La question fondamentale qui a été posée, c'est « Faut-il être érudit pour être franc-maçon » Tu veux répondre? Les deux. Commence, Daniel. Bon, alors, moi, je ne pense pas, alors si tu as compris ça, ben, je voudrais quand même préciser alors ma pensée. Moi, je pense il y a des choses qu'on apprend et des choses qu'on comprend par intuition. L'être humain, il a cette formidable capacité, justement, c'est ce qui le différencie de beaucoup d'autres, c'est qu'il a à la fois la capacité d'acquisition de connaissances, mais également cette capacité d'intuition qui fait qu'elle va compléter, remplacer la connaissance. Mais ceci étant, alors ça j'en suis convaincu, donc je pense qu'il y a des Corbin l'a très bien expliqué dans ses livres, on a aujourd'hui, enfin on a depuis toujours, chez les artistes ont une sensibilité qui fait qu'ils passent directement à l'imagination créatrice, alors que nous, pauvres humains classiques, il faut qu'on travaille beaucoup pour pouvoir y arriver. Nous, c'est par l'acquisition de connaissances qu'on va avoir les déclics, alors que d'autres, par intuition, vont le savoir. Pour moi, c'est le propre d'un véritable artiste. Bon, c'est clair. Il n'empêche que, comme le disait Brassens, un don sans technique n'est rien qu'une sale manie, dans une chanson connue. C'est-à-dire que je pense que même l'artiste, si ensuite il peut
approfondir cette intuition de départ à travers des échanges, et les loges sont là pour ça, nos travaux, nos réflexions, et donc il peut améliorer son niveau de connaissance ou sa capacité d'intuition, il va être encore meilleur. Donc je crois qu'il ne faut pas dire uniquement il y a l'intuition d'un côté et puis il y a la recherche de connaissances de l'autre. Non, je crois que ce qui est formidable, c'est quand on arrive à croiser les deux et à faire les deux. Hein. Je te citerai Mozart, par exemple. Mozart, quand il était tout jeune, quand il avait 5 ans, il jouait déjà du piano devant l'archiduc. Donc il avait vraiment du talent. Mais à cette époque-là, c'était pas un grand musicien. Et puis on découvre que quand il avait 10-11 ans, il recopiait des partitions de Bach à la main, parce qu'il disait Bach est un grand artiste, et en écrivant les compositions de Bach, je vais moi comprendre. Je vais acquérir cette intuition qu'avait Bach, encore que Bach était aussi un musicien, il connaissait beaucoup de choses. Donc tu vois, c'est ça. Et Mozart est un artiste pour moi absolu, puisqu'il avait tout. Tu vois, c'est ça. Donc, Georges, ta réponse? Il est certain que l'érudition peut y aider. Mais je connais de grands érudits qui auraient fait de très mauvais francs-maçons. Par contre, chacun est fait de telle façon qu'il est capable de l'affectif. Et c'est à partir de l'affectif qu'il peut effectivement créer des liens avec l'autre. Et à travers un langage qu'il peut comprendre aussi, dès l'instant où on le lui explique, celui des symboles. Tu as cité tout à l'heure le pavé mosaïque, par exemple, et le delta rayonnant. Il peut comprendre aussi que c'est la diversité et l'unité, l'immanent et le transcendant. Ce qui prouve par conséquent que, avec l'aide des autres, Robinson Crusoe n'aurait pas pu être franc-maçon. Il n'aurait pu être franc-maçon qu'à partir du moment où apparaît vendredi. Donc par conséquent, avec l'aide des autres, même sans érudition phénoménale, on peut constituer un bagage de maçonnerie et de fraternité qui soit appréciable. Merci. Il y avait une question ici. Antoine. Non, attendez. Antoine après, si tu veux. Vas-y, parle. Oui. Je souhaiterais revenir sur le propos du jeune personne qui est intervenue tout à l'heure, qui paraît, puisqu'elle a fait la démarche de venir ici, être intéressée par la maçonnerie. Sa première question a été, si je ne me trompe pas, qu'est-ce que la maçonnerie peut m'apporter ? La maçonnerie est plurielle. Et je crois que ce qui sera intéressant pour ce jeune, car on le sait, nous vieillissons, ce qui fera l'avenir de la maçonnerie, ce sont les jeunes. Encore faut-il que ces jeunes ne soient pas déçus et restent en maçonnerie. Je crois que la première question que l'on doit se poser, c'est pourquoi suis-je intéressé par la maçonnerie ? Qu'est-ce qu'il me manque ? Qu'est-ce qu'il recherche ? De là, on va découler, si cette personne a des connaissances qui sont maçonnes, de choisir d'avoir un parrain. Et ce parrain, je crois, aura le gros travail. Et il me semble qu'aujourd'hui, c'est peut-être ce qui fait défaut à la maçonnerie, c'est qu'entre guillemets, je dirais, on embauche des frères pour les initier, et puis après, on les laisse un petit peu faire leur vie. Et je crois que ce qui est important, c'est que l'adhérent à être franc-maçon connaisse bien les différentes obédiences. Car dans chaque obédience, il y a des particularités. Il y a des philosophies qui sont très distinctes, très différentes. Et je crois qu'avant de rentrer en maçonnerie, donc, bien s'informer sur ce que je recherche, parce que
une obédience va me proposer, de manière à ce que, lorsqu'il rentrera dans cette obédience, qu'il aura connu ses particularités, eh bien, il ne soit pas déçu. Et puis qu'il cherche à progresser, une fois qu'il aura ses clés, qui ouvriront chaque porte, et qu'il trouve du bonheur à être en maçonnerie, mais à faire des recherches dans cette maçonnerie. Et ça va lui donner du bonheur. Il va connaître des choses au fur et à mesure, ce qui fera qu'il pourra évoluer et apporter aux autres personnes les lumières qu'il aura reçues. C'est mon point de vue. Merci mon frère. Avant de donner la parole à Antoine, je viens de me faire une réflexion. Il y a dans l'assistance à peu près une parité assez normale, et je n'ai pas entendu la moindre question d'une ou de plusieurs sœurs. Alors je vais donner la parole à Antoine, puisqu'il me l'avait demandé, mais je souhaiterais que les dernières questions soient des questions posées par des sœurs. Il y aura Charline, là, puis il y aura une autre sœur ici. Antoine, tu as la parole, mais ensuite on donne la parole à nos sœurs. D'autant que, si je peux me permettre, j'ai cru comprendre que notre ancien grand maître de la Grande Loge de France ne s'interdisait pas d'étudier le problème, sinon de la mixité, du moins de la visite des sœurs dans nos loges. L'institution. L'institution, nous sommes bien d'accord. Tu as la parole, Antoine. Merci, Noël. D'autant plus que j'allais poser le problème de la mixité, parce qu'on n'en parlait pas. Merci au début d'avoir cité notre loge, Union et Travail, une vieille loge de 1804. Nous avions des députés mineurs qui, eux, s'intéressaient vraiment à la problématique sociale de l'époque, bien avant même la SFIO. Et merci à notre grand maître d'avoir posé cette question, de cette réflexion sur le futur de nos loges. Et merci à vous, toi et tous les organisateurs, avec Georges, d'avoir permis cette réflexion et de passer du quoi au comment. Parce que la question que nous pose notre bien-aimé frère Georges Comar, c'est: y a-t-il quelque chose à modifier par rapport à ce que j'ai dit? Oui, il y a une question fondamentale pour moi à modifier. C'est la question du quoi au comment. On est bien tout à fait d'accord sur tout ce qui a été dit par les deux conférenciers que, ben oui, il y a tout ce qui est des valeurs initiatiques, du travail que nous faisons, et puis après il y a tout le problème de passer de ces valeurs initiatiques aux valeurs humanistes, qui sont la concrétisation, quelque part, et les garants de ce que nous avons appris dans notre chemin initiatique pour faire en sorte que la société puisse être humaniste, laïque, libre. Bon. Le problème de ce genre de conférence, c'est qu'on ne sait pas si tout le monde est maçon ici, et que nous avons, nous, et ce dont il faut parler peut-être, c'est la mécanique de notre initiation, où nous avons apprentis, compagnons, maîtres. Et bien évidemment que dans une loge traditionnelle, dans une obédience traditionnelle comme la nôtre, il nous faut, premier travail, apprentis et compagnons, il nous faut vraiment travailler sur les fondamentaux. On ne doit pas commencer à parler de la société, nous ne sommes pas en université, nous ne sommes pas des scientifiques, des questions d'actualité, on ne pourrait que très mal les aborder. Mais une fois que nous sommes maîtres, et une fois que nous sommes maîtres depuis un certain temps, nous devrions être capables d'aborder le problème du quoi fondamental, mais de se dire comment, parce que bien sûr, on dit toujours l'exemplarité, oui, tout de suite. Encore que quand on est dans le monde social et très impliqué dans le monde associatif, on se plaint parfois beaucoup de ne pas trouver beaucoup de frangins parce qu'ils sont moult fois en tenue et on ne les voit plus trop dans le monde associatif. Ça devient une seconde vie, on n'a plus le temps de s'occuper de l'associatif parce qu'on est traité par le monde maçonnique. Ça m'interpelle beaucoup. Mais bien. Donc il faudrait peut-être voir avec les maîtres, tout au moins à la Grande Loge de France, si quand même, de temps en temps, nous ne pourrions pas ajuster notre profonde méditation au chemin initiatique avec les valeurs que nous avons travaillées, pour aborder des problèmes sociaux, des problèmes d'actualité, mais pas suivant la logique profane, mais dans l'esprit, comme les lois, passer de la loi à l'esprit de la loi. Essayer d'échanger entre nous sur, et pas tout le temps, mais de temps en temps, mais le faire quand même, parce que c'est comme ça peut-être que les jeunes vont rester. Les jeunes vont peut-être rester, les maîtres vont peut-être rester, parce que, enfin, nous avons vécu là, un séisme terrible avec le Covid.
Nous sommes en train de vivre un séisme terrible sur le plan économique, sanitaire, etc. Et les frères s'interrogent dans ce grand silence qui a été le Covid. Les frères se sont dit, mais comment on répond à cette question fondamentale? Et comment on va continuer à parler de l'équerre et du combat et du pavé mosaïque sans aborder du tout les problèmes de cette société qui conduit l'humanité, c'était très bien dit tout à l'heure, vers un chaos où, comme les rats, on s'en va tous ensemble dans le précipice. Comment le faire? Et donc, peut-être quand même qu'il faudrait nous laisser un peu de liberté en tant que maître pour aborder de tels problèmes, parce que nous aurions acquis, apprentis et compagnons, suffisamment de recul et d'esprit un peu au-dessus de la lecture profane pour aborder des problèmes, non sur le plan politique, non sur le plan religieux, mais pour aborder des problèmes, pour faire en sorte que, justement, il y ait un véritable intérêt dans la loge pour y rester et pour y revenir. Et puis mixité, comment imaginer qu'on puisse avoir une initiation et puis avouer, parce que finalement, c'est avouer que nous avons peur des femmes de les rencontrer et que même quand on est au 66e degré, quand on voit une sœur en mini-jupe passer, on redescend au 36e dessous et qu'on ne maîtrise pas ses passions. C'est « oh, je l'ai dû faire ». Donc, c'est de quoi je parle. Non, il faudrait peut-être se dire on peut se rencontrer en tant qu'individu. Et puis, oui, parce qu'elles ont une façon différente de le faire, et entre maître et maîtresse, peut-être pourrions-nous avoir cette dynamique de réflexion de temps en temps. Donc je pense que sur le quoi, je suis entièrement d'accord, sur le comment, je pense qu'il faudrait que notre institution mette une dynamique intéressante, quitte à, et je terminerai par ça, quitte à, ce que de temps en temps, quand on sait que nos responsables économiques, nos responsables politiques sont en train de faire des choses qui nous conduisent vers le précipice, on puisse dire, je sais qu'ils le font de temps en temps, mais de façon plus systématique, attention, là vous n'êtes plus dans l'esprit de l'humanisme, là vous êtes dans la démagogie. Merci Antoine de ces paroles que je partage complètement. Mais Georges Comard va répondre. Mais je suis un petit peu étonné de ta question, Antoine, parce que rien ne l'empêche. Oui. Rien ne l'empêche dans les loges d'en parler. Et il y a même des possibilités de tenue blanche qui invitent justement les techniciens, qui nous aident éventuellement à comprendre des problèmes qu'on n'est pas capable d'expliquer entre nous. Donc les outils existent, il faut simplement les utiliser. Je confirme tout à fait ce que Georges dit. On peut le faire. Le problème, c'est que nous avons pris l'habitude, sous des influences des 66e ou 99e degrés, de ne plus le faire. Symbolique. Oui, c'est ça. Et ça, c'est une grande question. Il reste encore deux questions. Une sœur à gauche, une sœur à droite. Ma sœur, tu as la parole. Merci, mon frère. Alors, je m'appelle Patricia. Je suis franc-maçon et du droit humain. Et mon parrain est de la Grande Loge. J'ai voulu prendre la parole sur la tradition parce que pour représenter aussi les femmes et la mixité en général. Comme nous le savons, la tradition s'insère dans une forme de répétition. Et nous savons que la répétition, elle a en soi des vertus pédagogiques. Que nous enrichissons, nous les francs-maçons, régulièrement, que nous faisons évoluer, tout comme l'histoire de l'humanité en général et l'histoire de France. Alors, la France, notre pays, est très riche, a cette fierté, je pense, j'espère, d'englober cette grande richesse. Alors, ma question est, comment concevoir que des événements historiques soient gardés sous silence, alors qu'ils pourraient rendre libres certaines parties des composantes de la France, de notre nation, de la société. Non, j'essaie de bien comprendre la question. Non, notre sœur souligne qu'il y a certainement dans la vie politique et sociale de notre pays un certain nombre d'événements que nous ne voulons pas voir en face. Oui, c'est ça. Très clairement. Oui, c'est ça. Voilà. Ouais, Vas-y. Ouais, alors, tu as parfaitement raison. C'est vrai que
les systèmes politico-sociaux, enfin le système qui régit le fonctionnement d'un pays comme la France depuis toujours fait qu'il y a toujours des sélections, on privilégie certains événements, on privilégie certaines histoires et on en oublie d'autres. Hein. C'est caractéristique de la société en général. Hein. On ne sait pas, par exemple, mais Jeanne d'Arc était inconnue en France jusqu'à la fin du XIXe siècle. Hein. Il a fallu à la fin du XIXe siècle que deux historiens, dans le cadre d'une histoire générale, donc entière, dans le cadre d'une histoire générale de la France, fassent monter Jeanne d'Arc pour qu'on découvre ce personnage qui était totalement inconnu jusque-là. Mais je prends cet exemple-là, mais il y en a des quantités dans plein de domaines. Alors, c'est vrai que il faut que tout émerge. Mais attention aussi, parce que d'abord, attention qu'on ne se retrouve pas avec un excès, parce que l'être humain est tel le français en tout cas est tel qu'il peut absorber un certain nombre d'événements, de données, mais il ne peut pas tout absorber non plus, il est noyé à la fin. Hein. Donc il faut bien faire attention. Alors tu as raison de dire que certains événements qui ne sont pas racontés ou cachés, hein, on pose des problèmes parce que derrière ça empêche de voir la vérité, hein, ce qui s'est vraiment passé, ça c'est indiscutable, mais je dirais que ça fait partie de l'histoire. Je le regrette, hein, mais ça fait partie de l'histoire. Hein, pour prendre un exemple pour essayer de ne pas rentrer trop dans la politique, quand tu prends par exemple la guerre de 39-45, l'histoire, l'histoire dit, on a connu la même chose en Algérie après, hein, mais pas pour les Algériens, pas pour les Français, hein, l'histoire dit la France était résistante. Moi je suis bien placé pour te dire qu'à fin 43, c'est-à-dire 6 mois avant le débarquement, il y avait 16 000 résistants en France notés. 16 000 sur une population à l'époque était près de 35 millions d'individus, 40 millions d'individus. Donc on ne peut pas dire que la France était résistante. N'empêche que c'est un dogme qui a été imposé en cachant les chiffres, parce que ça permettait de bâtir une histoire qui était l'histoire de la libération. Je dis ça parce que les Algériens, moi récemment j'ai eu l'occasion d'en expliquer avec eux, un peu vertement d'ailleurs, mais pareil, en leur disant ce qui est fascinant quand même, c'est de se souvenir de combien il y avait de résistants en Algérie contre les Français. Hein. Au moment de l'indépendance en 61, hein, ils étaient plus nombreux, hein. Il n'y en avait pas 10 000, hein. Le reste avait disparu ou était parti. Hein. Et ils ont, au ministère des anciens combattants algériens, ils ont 1 500 000 Algériens qui touchent une pension comme résistants contre la guerre avec les Français. Pareil, on a falsifié l'histoire. Je prends des exemples comme ça pour éviter toute problématique. Voilà. Hein, tu comprends bien ça. Voilà, donc je crois, oui, il faut qu'on fasse émerger. Mais peut-être justement que c'est nous les francs-maçons. Alors là, sans rentrer dans des histoires de politique et autres, parce qu'il ne faut pas retomber, il ne faut pas qu'on se laisse entraîner dans des combats qui ne sont pas les nôtres. Mais par contre, pour montrer ou défendre nos valeurs, on revient aux valeurs de tout à l'heure, alors là, oui, valoriser un certain nombre de choses qui se sont passées en disant, mais voilà, dans le cadre de nos valeurs, voilà des éléments qu'il faut comprendre, qu'il faut connaître et qu'il faut utiliser. Et là, je pense qu'on a un vrai rôle à jouer. Et on a un vrai rôle pour communiquer là-dessus. Merci Alain. Dernière question, Charline. C'est pas forcément une question, je viens de comprendre pourquoi je ne mets plus de mini-jupe. Voilà, merci mon frère, j'ai compris tout ça. Je me réserve pour le grand bal interobédientiel que nous aurons. Et j'ai retenu et j'en serai, bien évidemment. Non, plus sérieusement, je ne vais pas parler de la mixité parce que moi, je ne suis pas du tout contre les hommes, mais je préfère être tout contre. Donc voilà, pour moi, en grande loge féminine de France, ça me va très bien de travailler avec mes sœurs. Ce qui ne m'empêche pas d'échanger, évidemment, avec nos frères, bien évidemment. Non, ce que j'ai beaucoup aimé, Georges, dans la tradition, tradition, ça vient de tradere, c'est livrer, c'est aussi donner, c'est qu'il y a un don derrière. Et pour qu'il y ait un don, il faut qu'il y ait une énergie. Pour moi, c'est une énergie qui passe. Alors, une énergie, ça ne s'arrête jamais. Comme Georges nous l'a bien expliqué, c'est quelque chose qui... et c'est pour ça que c'est très porteur, c'est très...
enrichissant de voir qu'on a un jeune homme derrière nous, là, qui se pose des questions, qui viendra-t-il, ne viendra-t-il pas, comment, où. Et tout à l'heure, Alain disait il faut que les jeunes aillent voir ce qui leur convient. Moi, je ne suis pas d'accord du tout avec ça. Enfin, je ne suis pas d'accord. Je pense que nous devons être exemplaires. On l'a déjà dit maintes fois. Nous, maçons, nous devons être exemplaires. Et être exemplaire, c'est aussi quand nous avons une demande qui nous est faite, qui nous arrive pour nous en Grande Loge féminine de France, de Paris, une lettre, n'importe, une demande qui nous arrive, c'est que quand nous rencontrons, quand nous sommes présidents de la loge, quand nous rencontrons la profane, c'est d'avoir l'honnêteté de savoir ce qui lui conviendra. Et non pas de dire, allez, ça c'est pour moi, ça c'est pour moi. Et finalement, de faire des malheureux, ben nous c'est des filles, hein, donc c'est de faire des malheureuses qui seront mal alors qu'elles auraient pu être aux droits humains comme Patricia, elles auraient pu être au Grand Orient de France en mixité. Il faut être honnête. Et il n'y a que comme ça que les obédiences pourront avancer ensemble. Parce que moi, ça m'est arrivé encore il n'y a pas très longtemps, mais j'oriente la personne là où elle sera bien, là où est sa place. Et c'est important. Parce qu'après, il y aura toujours quelque chose de bancal. Et là, on fait une rupture. Alors pour ce qui est de la tradition, je pense que ce qui est important, c'est à la fois d'être dans la passion, j'ai pas dit les passions, hein, de maîtriser, bien sûr il faut les maîtriser, ces passions, mais être aussi passionné par la franc-maçonnerie et aussi être curieux, la curiosité. L'érudition, si on est curieux, eh bien on va vers l'érudition, ça se fait automatiquement. Mais il faut qu'on ait ce moteur en nous et ce moteur, eh bien, c'est par l'exemple qu'on arrive à le transmettre. Merci Charline. Je pense que le temps nous est compté. Vous me pardonnerez d'avoir largement laissé déborder. Ah, dernière question, Yves Max. Je ne l'avais pas vu. L'ultime. Il me donnait la parole. Je voudrais faire 2 remarques. La première, c'est vers Antoine. La maçonnerie, ça n'est pas une philosophie, ça n'est pas une religion, c'est du travail. Et le travail ne peut se faire qu'en loge. Alors, quelles que soient les institutions de tous étages, vous m'avez bien compris. L'essentiel, c'est la loge. Donc, les questions que tu poses, elles doivent se traiter dans ta loge. C'est là que ça se passe. Et pas ailleurs. Et je pense que ce travail-là, effectivement, est très important. Ma deuxième remarque, c'est sur le fait que, il y a quand même quelques jeunes ici, j'en vois, pas beaucoup. Pas beaucoup quand même. Donc, le jeune homme là-bas a posé la vraie question. Et moi je la transforme en disant que peuvent faire les institutions maçonniques de tous ordres, et là je ne parle pas des étages, pour, et c'est vrai aussi pour le salon du livre, quand on se promène dans les couloirs, etc., il y a quelques jeunes, mais pas beaucoup. Alors, que peuvent faire les institutions maçonniques, je pense aux obédiences, pour s'ouvrir un peu plus et pour donner envie aux jeunes de venir? Parce qu'il est tout seul à être venu. Pourquoi il n'y en a pas d'autres? Posons-nous collectivement la question. Ça fait partie aussi du travail de la loge qui, pour se pérenniser, doit s'ouvrir et recevoir du neuf. Jésus. Merci, Max. Bon. Donc, ce sera la dernière question, parce que là, on est pas une question. C'est pas une question, c'est une observation d'un œil extérieur par rapport à ce salon. Moi, je ne connais pas spécialement Lille, je ne connais rien, etc. Et je réponds à ce qui vient d'être dit. Si vous voulez avoir des jeunes, votre salon, là, il est super, vous faites plein de choses, mais il n'est pas au bon endroit. Il faut que vous fassiez ce salon-là dans la ville de Lille. Et les jeunes qui passent dans la rue, leur donner envie de rentrer, de regarder, de feuilleter des bouquins, de poser des questions, d'assister à une conférence, etc. Vous êtes à je ne sais pas combien de kilomètres, il faut prendre une voiture ou le bus, je ne sais même pas s'il y a un bus. Vous êtes super mal implantés. Donc je pense répondre aux jeunes, c'est déjà aussi se mettre à leur disposition. Et là, vous n'êtes pas à la disposition des jeunes. Voilà, j'ai dit pour les jeunes. Merci, ma très respectable sœur.
C'est Bien, une affaire de vieux. Je pense que le temps nous est compté. Vous me pardonnerez d'avoir laissé déborder largement cette table ronde de plus d'une demi-heure, mais j'ai l'impression que vous étiez très attentif à ce qui se dit, et donc vous me pardonnerez. La table ronde précédente, il y avait 45... Mais s'il vous plaît, 2 secondes. S'il vous plaît, 2 secondes. La table ronde précédente avait donné 45 secondes aux conférenciers pour conclure. Je leur donne à chacun 30 secondes. Moi, j'ai plus rien à dire. Ah bon, ben... Alors Alain, tu as 30 secondes. J'ai plus de voix. D'accord. Oui. 30 secondes. Non, mais... Je te donne les miennes. Comment ? Tu as une minute. Ah non, mais moi, bon. Non, mais je crois que on a. C'est un vaste sujet. La tradition et le futur, c'est un vaste sujet. Mais derrière et dans toute la discussion, sur toutes les questions qui ont eu lieu, qui ont été faites par vous tous, il y a un certain nombre de problèmes qui ont été évoqués, qui ont émergé. Mais derrière tout cela, moi, je vois une chose, c'est qu'en définitive, on est tous d'accord pour dire que nous sommes porteurs d'un certain nombre de valeurs, que ces valeurs, il faut les défendre déjà dans nos loges, puisqu'il faut être exemplaire, comme ça a été rappelé. Hein, il faut échanger, il faut transmettre dans nos loges, mais il faut aussi porter la bonne parole à l'extérieur. Souvenez-nous de nos rituels. Hein, on reconnaît à sa sagesse, c'est à leur sagesse qu'on reconnaît les vrais enfants de la lumière. Hein. Donc c'est vrai que c'est pas suffisant d'être à l'intérieur, il faut aussi aller vers l'extérieur. Et je pense qu'en particulier pour les jeunes, il faut aller, pour revenir sur ce que disait notre grande maîtresse, il faut aller au-delà de ce qu'on fait aujourd'hui, parce qu'il faut aller les chercher. Ils sont demandeurs. Moi, je suis convaincu que la jeune génération est vraiment demandeuse. Il y a un vrai besoin, mais c'est à nous de faire le premier pas. C'est pas eux de venir nous chercher. Parce que si on ne fait pas le premier pas, nous sommes mauvais par rapport à notre propre destinée et à nos engagements. J'ai dit. Merci bien. Merci à tous et à toutes d'être venus. Et puis je vous informe qu'il vous reste juste quelques minutes pour le second service du repas, pour ceux qui veulent prendre le repas ici.